Daniel, ça va bien? Ça va très bien. Toi, François, passé une belle semaine? Oui, une belle semaine confinée comme tout le monde, un petit peu enfermé, mais on essaie de se garder occupé. Qu'est-ce que tu as fait, toi, cette semaine? Ben, photographiquement, j'ai pris quelques photographies. Ouais. Et je pense que c'est pas tellement là l'intérêt, François, pour ma part, mais davantage un peu les livres que j'ai regardés ou que j'ai revisités tranquillement, parce que bon, j'aime beaucoup les livres de photographie, que ce soit les essais, que ce soit les écrits sur la photographie, mais plus les livres d'images, c'est plus facile à regarder, faut admettre, que la lecture. Et j'ai ressorti deux livres principalement, dont j'avais envie de vous parler. Puis un premier, je pense que c'est toi, François, qui me l'avais initialement proposé, qui est un livre de Sébastien Raymond. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Ah oui, oui. Sébastien Raymond est professeur du Collège Marsan à Montréal et qui a fait un petit essai comme ça sur une réflexion sur la photographie à l'ère numérique. Et ce n'est pas un livre, c'est un petit ouvrage qui se lit assez bien en tout 119 pages, en incluant toutes les couvertures, mais qui propose vraiment une belle réflexion sur ce qui est devenu peut-être la photographie aujourd'hui à l'ère numérique, sur tous les enjeux que ça représente au niveau du métier de photographe comme tel, et ça dans différents domaines. Il touche beaucoup le reportage aussi. Il vient mettre en lumière une nouvelle réalité, dont le fait que quand il y a des événements importants qui se passent dans la vie, socialement parlant, bien, souvent le photographe, le reporter professionnel, c'est le dernier qui arrive. C'est le dernier qui arrive parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est capable de faire une image intéressante qui est déjà sur place. Il y a toute une réflexion autour de ça que je trouve intéressante parce que ça nous amène à nous re-questionner un peu sur l'utilisation de la photographie, le métier de photographe comme tel et les orientations qu'on en prend. Alors, Sébastien Raymond, aux éditions, attendez un peu, somme toute, plus facile à commander en ligne, c'est comme ça que je l'ai fait, puis pour un prix qui est quand même pas très, très élevé, et c'est un produit québécois par les temps qui courent, on s'entend, Ouais. ça ne nuira pas. C'est très intéressant. Puis si je peux te permettre aussi, le livre est disponible sur le site de la Bibliothèque nationale du Québec, là, pour ceux qui sont abonnés à la Grande Bibliothèque du Québec. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais on peut réserver le livre en ligne puis le lire sur son iPad. Et François, j'ose parler d'un deuxième livre que j'ai dans ma bibliothèque et qui a été édité aux éditions Plein Sud il y a 2 ans, je pense. Si je me trompe, je pense qu'il y a quelqu'un qui va me corriger assez rapidement ici. Et bien sûr, je ne peux pas passer à côté, Alain Lefort. Donc, une monographie d'Alain. Puis en le revisitant cette semaine, j'ai réalisé, j'avais déjà vu, mais j'ai comme réalisé plus en profondeur tout le feeling qu'on pouvait avoir dans cette œuvre-là. Mais je n'irai pas plus loin parce que je pense qu'on va en parler un petit peu plus loin, compte tenu qu'Alain est notre invité de ce soir. Oh. François, je te laisse la parole. Je sais, je parle toujours trop. Ben, écoute, non, tu parles pas trop. C'est toujours très intéressant ce que tu dis, Daniel. Moi, cette semaine, je fais beaucoup de recherches ces temps-ci sur des sujets photographiques. Certains savent, premièrement, que j'ai beaucoup d'intérêt avec la Chine. Fait que un des premiers sites c'est surtout des sites que je vais vous montrer aujourd'hui. Un des premiers sites que j'aimerais vous montrer, attends un petit peu, je ne sais pas si vous voyez cet écran-là. Est-ce que vous voyez mon écran Internet? Ouais? Oui. Le premier site, c'est le site c'est les photos historiques de Chine. C'est une grosse base de données de l'Université de Bristol en Angleterre. Puis il y a une énorme collection de photographies de la Chine. Écoutez, moi, là, je passe des heures là-dessus, aller puis regarder des vieilles photos comme ça. Je trouve ça super passionnant. D'ailleurs, je suis en train de faire une petite recherche, un petit projet là, que je suis en train de faire là-dessus. Fait que ça, c'est un site super intéressant que j'aime. Un autre site que j'aime beaucoup, puis j'en ai parlé, c'est le site de la BANQ, de la Bibliothèque nationale du Québec. Non seulement on peut trouver beaucoup de livres en ligne, mais il y a une excellente collection de photographies anciennes du Québec.
que j'adore regarder. Moi, là, je passe des heures là-dessus, à regarder des vieilles photos comme ça, là, ça me passionne. Tu sais. Puis pour rester sur le site de la Bibliothèque nationale, là, tu sais, la BANQ, là, la grande bibliothèque, n'importe qui est citoyen du Québec peut devenir membre de la bibliothèque et peut télécharger des livres en ligne. Mais non, il y a aussi une section de magazines qui est super intéressante. Puis là, je suis dans la section, j'ai pris le filtre photographie. Et tu peux trouver un paquet de magazines. Tu sais, Amateur Photographer, le magazine Aperture. Tu sais, Digital Photography, il y a un paquet de trucs là, que vous pouvez avoir. Puis ça, c'est gratuit là, quand on est un citoyen du Québec. C'est gratuit sur notre iPad. Fait que, moi, je trouve ça super intéressant de ce qu'on peut avoir. Le Réponse Photo, qui est un magazine français là, qui a beaucoup. Il y a une grande section sur la photographie argentique à chaque mois là-dessus. Là, fait que ça devrait intéresser notre ami Gaëtan Cormier qui est avec nous. Fait que c'est ça, c'est pas mal là, mes petits coups de photographie là, de la semaine là, que je veux partager avec vous. Fait que là, Daniel, tu as l'invité à nous présenter. On a Alain Lefort. Écoutez, je ne sais pas trop comment présenter Alain. Je regardais tantôt son CV. Je me suis dit, je vais oublier des tas de choses, Alain, c'est certain, dans tout ça. Fait Alain Lefort, c'est bon que j'ose commencer par dire que c'est un ami, mais au-delà de ça, Alain, c'est quelqu'un qui a étudié en photographie au Cégep du Vieux-Montréal il y a très longtemps, qui a étudié en photographie à l'Université Concordia aussi, où il a complété une majeure. Maîtrise en arts visuels et médiatiques, terminée maintenant, si je ne me trompe pas, Alain. Et récipiendaire de plusieurs bourses, plus d'une 50aine d'expositions. Il y a des œuvres dans plusieurs collections publiques, privées. C'est un spécialiste des procédés argentiques. À mon point de vue, un grand printeur. C'est toujours en Alain que je fais confiance pour mes épreuves d'ailleurs. Puis je suis certain que j'oublie des tas de trucs. Et un artiste, à mon point de vue, qui a une sensibilité vraiment particulière. Alors, Alain, mais je pense que la parole est à toi. Je te laisse un peu entrer en scène. Fait que je fais quoi? Je parle de ma journée ou? Pardon, Alain? Je parle de ma journée ou bien je parle de. Tu parles de toi, tu parles de. On y va avec ça. Merci pour l'invitation, c'est très apprécié. C'est le fun de pouvoir parler de ces choses. Fait que, comme Daniel a dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est quand même plusieurs années que je suis dans le milieu. Avec différents chapeaux. C'est sûr que mon chapeau principal, c'est artiste contemporain, où je travaille beaucoup le territoire et le paysage. Souvent en grand format 4x5, pas toujours, par contre numérique aussi, les grandes impressions. J'ai été présenté par plusieurs galeries et donc j'expose d'une façon régulière. Mais parallèle à ça aussi, pour gagner une vie, personnellement, par la force des choses, je suis devenu comme un spécialiste de la chambre noire. Il y a bien longtemps, une vingtaine d'années, quand j'étais à Concordia, pour gagner ma vie, j'avais commencé à imprimer pour des photographes commerciaux, des photographes de mode, de publicité. Puis ça, c'était très numérique. Alors, donc, c'est moi qui m'occupais de leur chambre noire. Et je m'occupais des films, des développements, puis de la qualité des impressions. Et avec le temps, j'ai toujours ma chambre noire. J'ai toujours ma chambre noire, d'ailleurs. Je me suis un petit peu spécialisé dans les impressions grand format pour les artistes. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que j'imprime surtout mes clients principaux maintenant, c'est les musées. C'est comme vous savez, l'argentique est beaucoup moins populaire qu'il était. Alors, ça me donne l'opportunité de travailler maintenant avec des négatifs anciens et de photographes très connus. Donc, ça, c'est bien. Donc, il y a une petite baisse, une couple d'années pour la chambre noire, mais il y a comme un renouveau qui est en train de se faire parce qu'il y a comme un intérêt, un peu comme le vinyle, je pourrais dire, un intérêt maintenant pour revenir à ce qu'on pourrait dire le vrai, un côté direct du négatif à l'impression argentique.
peut-être le côté palpable, Alain, au fond, qu'on sent. Puis je sais que tu es aussi le printer de confiance de Gabor Szilasi. Oui, oui. Ben, Gabor, quand il me laisse le faire, parce que je pense qu'il imprime encore aujourd'hui, apparemment. Mais il y a quelques années, Gabor m'a approché. Ben, Gabor était mon professeur. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu nerveux quand il est venu me voir. Puis il faisait des donations aux archives, puis en même temps, il préparait l'exposition au musée de Cordes, à Joliette. Fait que j'ai vraiment imprimé presque 200 photos de Gabor. Ça, c'était vraiment. Puis j'ai même imprimé la première photo du premier film qu'il a fait en arrivant ici. C'était à Québec. Ça, c'était le fun. Donc, du 35 mm, du 4x5. Voilà. Ben, oui, je travaille avec Gabor, avec d'autres photographes aussi. Mais c'est sûr que Gabor, ben, c'est notre patriarche ici, à tous. Il faut dire que Gabor, c'est un nom particulier en photographie ici au Québec. C'est quelqu'un qui a fait un travail documentaire d'exception. C'est quelqu'un qui a formé bien des gens aussi, mais qui a influencé surtout beaucoup de gens. Et puis, qui fasse confiance quand même. Ça, c'est pour le printer. Mais l'essentiel de ton œuvre, ce n'est pas ce que tu fais comme travail d'impression, mais ce que tu crées photographiquement. Oui, c'est sûr que quand j'ai commencé à exposer ma carrière d'artiste, encore une fois, c'était pré-numérique. Alors, je travaillais mes propres. Dans le fond, le noir et blanc, comme pour bien des photographes, on a commencé à faire ça, à utiliser le noir et blanc parce qu'on pouvait le faire nous-mêmes. On avait le contrôle, c'était plus économique aussi, puis on avait un certain contrôle sur l'image qu'on faisait. C'était beaucoup plus facile pour moi de m'acheter un paquet de films noir et blanc, de faire mes photos et revenir en chambre noire et développer moi-même que d'aller faire développer dans un laboratoire. Je pense que, pour être franc, la plupart des photographes, c'est comme ça qu'on commence, pour apprendre aussi un certain contrôle. Fait qu'aujourd'hui, je travaille encore je suis toujours un mélange entre les deux. Je travaille en négatif, noir et blanc 4x5, couleur aussi, argentique, et en numérique. Fait que je fais vraiment un mélange des trois. Puis, j'avoue que j'imprime rarement maintenant en chambre noire pour mon propre travail. J'ai tendance à numériser mes négatifs. Qu'est-ce qui motive ce choix-là, Alain, de passer de l'argentique à la prise de vue au numérique ou de ne pas travailler en numérique à la base, mais de transférer par après en numérique là, au niveau de l'impression? La raison première, c'est le contrôle. J'ai fait un projet qui s'appelait 182 soleils. Ça fait quand même, c'était en 2001, je pense. Et je travaillais à l'époque avec une vieille caméra, un Polaroid Line Camera, et avec du film positif-négatif, du 665. Certains d'entre vous vont savoir c'est quoi. Et je faisais, avec cette caméra-là, une photo du soleil par jour, d'un solstice à un autre. Donc, j'ai fait 182 photos pendant 182 jours. C'est une caméra qui est automatique. Alors, ce que je faisais, c'est que à tous les jours, je pointais vers le soleil et je faisais une photo. Ce que ça donnait, puisque la caméra est automatique, ça faisait des négatifs très, très contrastés. J'étais toujours en contre-jour puisque je photographiais le soleil. Donc, j'ai fait ça. D'ailleurs, c'était assez pénible à faire. Plus jamais je fais une chose pareille. Une photo par jour comme ça. mais je me suis rendu compte que mes négatifs je n'étais pas capable de les imprimer. Ils étaient trop minces. Comme j'avais impossible d'avoir quelque chose de qualité. Là. Puis j'ai travaillé, j'ai lâché, je revenais. Puis c'était... quelqu'un m'avait prêté un scanner. Et par hasard, j'ai dit, je vais scanner ça, voir comment ça marche. C'était vraiment des balbutiements en numérique. Et là, je me suis rendu compte que assez rapidement, ce que le numérique me permettait de faire, je pouvais vraiment bloquer les parties de mon image pour aller vraiment travailler différemment l'image. Et le numérique a sauvé ce projet-là. Parce qu'il était juste, c'était pas imprimable. Et donc, ce projet aussi qui a quand même assez roulé. Donc, assez rapidement, j'ai réussi à marier les deux, l'argentique et le numérique. Alors, c'est comme ça. Au fond, c'est que tu as retrouvé, tu as découvert que dans l'impression numérique ou dans la numérisation du négatif, finalement, tu allais chercher des éléments que tu ne trouvais pas
fatalement en impression argentique traditionnelle ou à l'œil sur le négatif? Ben là, avec ce projet-là, j'ai réussi d'aller sauver le projet, donc je sauvais des images. Et puis, par la suite, comme aujourd'hui, quand j'emploie le numérique, ben, comme j'ai peaufiné la chose depuis aussi, je transforme, j'ai pas peur d'aller modifier. Je ne suis pas très, très puriste en photographie. Je vais travailler mon image, mais je la travaille quand même d'une façon très... je travaille mes courbes, puis mes couleurs. J'ai tendance aussi à déformer juste un petit peu, juste pour donner la limite pour qu'on entre la réalité, à ce qu'on penserait être la réalité et ce qu'il n'est pas. Mais donc, ouais. Et après ça aussi, cette l'attitude qu'on a, qu'on peut l'imprimer. Quand on imprimait, même quand on faisait des C-prints en couleur ou le noir et blanc, on n'avait pas ce contrôle. Non, plutôt que les balises étaient beaucoup plus étroites qu'elles sont avec le numérique. Il y a beaucoup d'avantages à cette évolution technologique-là. Tu viens de dire que tu n'étais pas très puriste au départ, puis on a, bon, ayant moi-même étudié à l'Université Concordia aussi à l'époque, on sait ce que veut dire le terme puriste quand on est passé par cette école-là. Puis je regarde ton livre, puis je pense à une série qu'il y a, puis je pense qu'on a des images de ça, François, qui s'appelle, si je me trompe sur la prononciation, tu me diras, Alain, PICOD. PICOD. Des images que tu as faites de la mer, puis qui donnent des résultats avec une infiltration de lumière qui est venue s'installer dans l'image. Quelque chose qui n'était pas prévu à la base, mais qui est venu donner un résultat particulier, intéressant, qui est venu donner un autre feeling. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce procédé-là, mais surtout de toute la réflexion derrière ces images-là, parce que de ce que je connais d'Alain Lefort, c'est que derrière chacune de ces images-là, il y a une réflexion, il y a l'idée de photographier naît de quelque chose que tu as observé quelque part. Alors, il y a le processus créatif dans ça qui m'intéresse. Fait que, François, si tu veux aller, c'est un peu plus loin les images. Ça, les images c'est trois. Là, je ne vois plus. Un petit peu. C'était la bonne, François. Okay. La bonne image? Parce que j'ai deux sortes d'images différentes qui apparaissent. OK. Fait que tu reviens un petit peu en arrière. Okay. Je les ai mis dans l'ordre que tu m'as donné. Là. Mais c'est parce que Daniel a changé d'ordre. C'est celle-là. OK. Le projet PICOD, c'est des tests que dans le fond, tantôt on a vu Iceberg passer. PICOD, c'était des tests avant d'aller faire mon projet des icebergs. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené une caméra, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, un 4x5 qu'on amène. Daniel, tu mets, comment est-ce qu'on appelle mon 4x5? C'est pas un Chron graphique que tu as? Oui, un graphique. Et ouais. Fait que, donc, j'ai amené mon Graflex ça, c'est à Charlevoix, à Cap-à-l'Aigle. Et j'ai eu une opportunité d'aller là-bas. Et j'ai fait du kayak d'hiver sur le fleuve. Et j'avais un assistant avec moi. J'avais 2-3 projets en même temps, mais j'avais ce projet-là. Donc, j'avais tout mon matériel numérique et j'avais aussi mon Graflex avec moi. Puis, j'ai fait à peu près une douzaine de prises juste pour tester. Puis là, je me suis rendu compte que c'était très difficile de faire du 4x5 en kayak. C'était pas tout à fait... ça ne marchait pas très, très bien. J'ai mal au cœur. Oui, Alain, si on regarde l'image qu'on a devant nous, ça ne semblait pas être une mer calme. Non, c'était pas calme. Alors, moi, j'imagine changer les odeurs du 4x5 à toutes les fois que tu faisais une image. Je ne sais pas comment tu t'es senti, mais... C'était très compliqué. Mais j'avais mon assistant, on était 2 kayaks. Donc, j'avais mon assistant au côté de moi qui me filait mes plaques. Puis, parce qu'on a réussi à passer au travers assez bien quand même. Ce qui arrivait avec ce que je n'ai pas dit, c'est que cette caméra-là, je savais qu'il y avait une fuite dans la caméra. Alors, c'est vraiment pour des tests. J'avais vraiment pas d'une mission. Je dis, OK, je vais faire ce projet-là qui va être exposé quelque part. J'ai fait ces photos-là, fait des tests. J'ai aussi shooté en numérique. Je suis revenu au studio,
Et je n'étais pas trop convaincu du projet. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes plans, je les ai gardés dans ma chambre noire pendant quelques mois. Il y avait sur une tablette, je ne les ai pas développés. Et j'ai été approché par Plein Sud pour faire une exposition, d'ailleurs, qui est voir avec le livre. Et ils m'ont donné une carte blanche. Ils dit tu peux faire ce que tu voulais. Alors, je me suis dit, ah, tiens, je vais aller voir ce qui se passe avec ces plaques-là, voir si je peux pas en tirer quelque chose. Et la photo qu'on voit en ce moment, c'est la première plaque que j'ai développée, puis je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant. Parce que là, j'ai vraiment, comme tout le côté gauche où finalement, c'était une vis qui manquait dans ma caméra, parce que la lumière rentrait. C'est vraiment, ce jeu, finalement, toujours de mélange entre ce qui est photographié et la matière photographique, un genre de jeu entre les deux. Je trouvais que ça se mariait bien, finalement. Et le fait que mon horizon n'est pas droit, donc j'ai fait 12 plaques et j'ai imprimé les 12 plaques. D'ailleurs, ce projet-là était argentique. J'avais imprimé ça de façon argentique. En totalité, jusqu'à l'impression finale. C'est ça? Okay. Ça. Excuse-moi, la photo de l'iceberg, ça a été pris où exactement? Ma série des icebergs, c'est à Terre-Neuve, la côte est de Terre-Neuve. J'ai eu le Conseil des arts du Québec. M'ont aidé à aller là-bas. Et je suis allé pour un gros 2 semaines, 3 semaines à faire vraiment la chasse aux icebergs. Donc, j'avais une app avec moi à Terre-Neuve, ils ont ça. Tu peux suivre vraiment les icebergs qui descendent le littoral. Et tous les matins, je me levais et je regardais où sur la côte il y avait des icebergs, puis j'allais à cet endroit-là faire les j'ai fait. D'ailleurs, ça aussi, c'est un bon exemple, parce que la photo du iceberg que je vous ai présentée, j'avais essayé aussi de les faire en argentique, c'est-à-dire que j'avais mon 4x5, puis j'étais comme tout petit était. Mais quand je me suis rendu compte que ma focale était trop courte. Alors, tous mes icebergs étaient très, très petits, très, très loin. Donc, je me suis rabattu beaucoup sur mon numérique pour faire des photos de iceberg à ce moment-là. Donc, quand j'ai présenté, je les ai exposés 2 fois en partie. C'est toujours un mélange des deux, du 4x5 et du numérique. Cool. Prochaine photo ou… Prochaine photo, François. Je pense qu'on va rouler les photographies un peu comme ça devient intéressant quand même. OK. Parce que là, voyons, Alain m'a donné un ordre de photos, mais je sais pas que tu veux. On peut revenir à l'ordre, c'est moi qui ai foutu la merde, mais bon, c'est ma marque de commerce, il faut me pardonner. Reviens au début, on va parler de celle-là. Ça, c'est au début. Oui. Ça, vous allez voir les 3 photos les 3 premières photos que j'avais mises dans ma présentation, c'est que j'ai fait un projet dans les Everglades en Floride. Et je suis vraiment allé à ce projet-là avec, encore une fois, un assistant, puis j'avais un guide aussi. Donc, vraiment, la grosse affaire 4x5, là, Hansel Adams. Je suis là avec dans la swamp, à marcher dans l'eau et à faire vraiment une approche très, très classique. Mais vous voyez, j'ai comme un leak de lumière. C'est la même caméra que j'avais sur mon projet Pequod, mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait un trou. Donc, la plupart des images ont eu un genre de flare, de lumière, dépendamment de comment mon bellows, mon soufflet était étendu. Ça faisait une quantité de lumière autre sur le négatif. Mais si tu passes à la prochaine photo. Prochaine photo. Okay. Ça aussi, j'appelle ça là-bas. Et je me suis rendu dans une place dans les Everglades qui s'appelait Black Mangrove Forest. Donc, c'est une forêt un peu spéciale de mangroves, des mangroves noires, finalement. Et c'était impossible pour moi de rentrer. La forêt était tellement dense que je ne pouvais pas rentrer avec ma caméra dans la forêt. Alors, j'étais vraiment pris un petit peu à l'extérieur. Ce que j'ai fait, c'est comme j'ai décidé à ce moment-là d'employer mon numérique pour fragmenter, finalement, le paysage. Donc, je suis vraiment allé de façon très, très méthodique. J'allais, je pense que je faisais 4 pieds, après ça un autre 4 pieds, un autre 4 pieds, puis je faisais comme une douzaine d'images
dans ce secteur-là que je faisais. Je suis revenu avec à peu près plus que 1000 images de ce secteur de forêt. Et l'une des raisons pourquoi je les présente ensemble, c'est que donc j'avais un côté très, très monumental du 4x5, finalement. Si tu ramènes la photo à bord, François? Donc, c'est vraiment, comme vous pouvez voir, c'est très, très classique comme approche. J'ai toute une série comme ça. Quand j'ai exposé, j'ai mis l'autre photo d'après, donc les Black Mangrove, qui sont vraiment des... c'est comme des images sans cadre. Tu reviens à Black Mangrove, François? Ouais. Puis même l'autre après, parce que si je ne me trompe pas, j'ai un détail. Ouais. Fait que vous voyez, c'est presque l'opposé du côté classique du 4x5. Et alors, quand je présentais ça ensemble, c'était comme... d'un côté, tu as vraiment un cadrage très formel, puis de l'autre côté, c'est comme si l'image sortait du cadre. Alors, ça a été quelque chose d'assez important pour moi parce que quand j'ai fait ce projet-là, des Black Mangrove, la complexité d'image, en fait, OK, j'ai dit, là, je suis rendu pas mal au bout de quelque chose de complexe. J'aimerais ça revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que je suis allé faire mes projets sur l'eau. Si tu continues, François, on va aller à Pequod. Donc, tout ce projet-là, c'est là que j'ai décidé, j'avais déjà une idée que je vais aller faire mes icebergs, mais je suis allé là, puis j'ai dit, bon, on va faire vraiment des photos d'une façon très... revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. On a peut-être une espèce de retour à un certain essentiel après avoir exploré en profondeur le procédé photographique. De ce que j'en comprends, si je me trompe, Alain, tu me corriges, mais quand je regarde ça, quand je regarde ton acceptation de l'infiltration de lumière, ben c'est la photographie, parce que c'est par l'infiltration de lumière qu'on finit par faire des images. Puis toi, tu utilises tout ça sans vouloir tout contrôler à la base, mais quand même en jetant, en gardant les yeux ouverts sur qu'est-ce que tu réalises. C'est comme ça que je le comprends. Est-ce que je me trompe? C'est pas particulier, là, mais ma façon de procéder vraiment, c'est comme si la création de l'image se fait quand j'ai l'idée de la faire. Je suis là, puis là, je travaille comme Pequod, par exemple. Pequod, c'est le nom du bateau dans Moby Dick. La littérature est très importante, comme toute mon imagerie écrite dans ma tête ou sur dessin avant même que j'aille faire ma photo. Alors, il y a toute cette idée que je me fais de la photo que je vais faire. Donc, quand je prépare mon voyage, je prépare mon matériel, j'achète mon film, je décide un peu avec quoi j'ai shooté, tout ça. Et après un certain temps, je laisse un peu, je laisse du lousse, je me rends sur place, puis là, je décide, je m'adapte finalement à la situation où je suis. D'ailleurs, si tu continues les photos, on va voir, ça c'est encore les icebergs. Puis après, oui, tout ça c'est du numérique. J'avais une petite question. Oui. Moi, tu n'étais pas obligé de répondre tout de suite. Peut-être que tu avais prévu de répondre plus tard, mais c'est ton format d'image. Comme là, dans les icebergs, ici, c'est plutôt plus carré. En tout cas, c'est ce que moi, je vois ici à mon écran. Mm-hmm. La photo aussi de... celle qu'on a vue, là, du fleuve. Ouais, celle-là. Mm-hmm. De le faire dans ce format-là plutôt que le faire en un format plus proche du paysage, quelque chose comme ça. C'est là où ce que mon côté pas anti-puriste, mais pas très puriste. La série des Pequod qu'on voit en ce moment, ça c'est du 4x5, c'est vraiment le format 4x5. En temps normal, quand on fait du paysage, on se fait en horizontal. C'est très rare. Quand on fait un horizon d'eau, souvent, vous allez voir, on va voir ça vraiment de façon horizontale pour montrer un petit peu la vastitude de l'espace. Moi, j'ai plus tendance à aller de l'autre côté, pas toujours. Mais, donc, ça garde quelque chose d'assez standard. Mais mes icebergs, je suis allé je ne me suis pas gêné finalement de changer, d'aller cramper dans l'image ou de retravailler un petit peu ces choses-là. Donc, j'ai pris
pour moi, il n'y a pas d'intérêt que toutes les images soient de la même grandeur. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. On a des commentaires en lien avec la fragilité de certaines... Non, mais j'aime ça, je trouvais ça superbe. Moi, j'adore ça, mais j'avais envie de t'entendre juste à savoir, parce que c'est quand même, justement, c'est un choix, tu sais, c'est parce que dans la culture photo classique, on voit moins ça, des paysages, mais en tout cas, oui, ça répond, merci. Ben, ça fait plaisir. Fait que François, continue, je m'en allais déjà, je m'en allais... Ah, ça aussi, c'est les icebergs, mais après ça... Ah, ouais. Ça, c'est ma dernière série que j'ai faite. J'ai présenté à Montréal, à la Maison de la Culture de Montréal. Avec le Conseil des Arts encore, je suis allé à Ivouyévic, dans le nord du Québec. Vraiment à la pointe nord du Québec. Il y a Saint-Louis puis Ivouyévic, c'est les deux pointes. La raison d'aller là, c'est... il y a différentes raisons, mais c'est aussi si on fait une ligne avec les Everglades. Les Everglades, c'est la pointe sud de l'Amérique du Nord, disons, juste avant les Keys. Et Ivouyévic, si on fait une ligne droite, bien, on est à l'autre extrémité dans le nord. Je trouvais ça amusant de part d'aller là. Et encore une fois, c'était une certaine recherche de pureté. Et j'essayais d'aller voir cette île-là. Ça s'appelle les îles Biggs, ces deux îles, dans le fond, qui sont à la frontière avec l'Arctique. Quand on est sur cette île-là, on a comme un pied encore au Québec, puis un pied dans l'Arctique. Encore une fois, le côté un petit peu, quand j'ai décidé d'aller là, vous voyez ce qu'on voit à l'avant-plan, ben c'est la mer. Elle n'était pas praticable. C'était le printemps pourtant. Donc, moi, je restais là quand même presque 3 semaines à attendre que les glaces pour pouvoir me déplacer jusqu'à là-bas. Mais c'était impossible. Alors, tous les jours, j'allais à la pointe de Ivouyévic et j'allais regarder mon île inatteignable que j'ai photographiée en 4x5, en numérique, en 2,4, en noir et blanc, en couleur. Impossible. En la regardant, en espérant qu'un jour pouvoir y aller, mais je n'ai pas pu y aller. Donc, c'est resté... Alain, ton intérêt, ton attirance pour le paysage ou pour le territoire dans l'ensemble est indéniable. C'est important dans l'ensemble de ton œuvre, même si de temps en temps, on voit apparaître quelques êtres humains. Je pense surtout à la série de portraits que tu as fait sur les poètes. Mais le paysage, le territoire, c'est quelque chose qui domine. Peux-tu nous parler un peu de cette attirance-là ou de cet intérêt-là que tu as, je pense qu'il est plus qu'un intérêt, mais qui est une passion? C'est un petit peu à cause d'où je viens. Je viens des Laurentides, un petit village, Saint-Rémy, Saint-Judith, Saint-Rémy. J'ai pas mal grandi à la campagne. Puis j'ai toujours eu cette fascination. Même quand j'ai commencé à faire de la photo, j'ai voyagé quand même pas mal. Puis je me prenais avec mon 35, je faisais des photos dans les Rocheuses, en Amérique du Sud, en Europe aussi. Puis j'aimais faire ça, mais c'était jamais satisfaisant comme photo à cause du médium, à cause du 35 mm. Donc, dès que j'ai appris à faire du 4x5, là, la chose est devenue vraiment différente. Puis aussi, je pouvais vivre le territoire et le paysage d'une autre façon. Parce que le 4x5 ralentit beaucoup aussi le processus. Fait que c'est devenu vraiment comme un genre une aventure constante d'aller faire des photos en 4x5 sur le territoire. Et aussi, le territoire me sert un peu comme canevas. C'est comme un canevas pour raconter une histoire aussi. Puis il y a aussi l'histoire de la photographie. Je veux dire, c'est toute une grande histoire je veux dire, la photographie et le paysage ont comme grandi ensemble, quelque part. Une question pour toi, Alain. Excuse-moi. Quand tu pars faire des expéditions comme ça avec tes 4x5, comment tu t'arranges pour changer les films ou combien de... Est-ce que tu as une mini chambre noire avec toi pour changer tes films sur place? Ben, j'ai un sac. Ouais. Mais pendant longtemps, ce que je faisais, c'est parce que quand il faut que je prenne des chambres d'hôtel.
Ouais. ou je suis dans une résidence, est-ce que je trouve une place, je fermais les salles de bain. Comme les photographes, comme Robert Frank, comme toute cette gang-là. Là, je mettais un velours dans les deux fenêtres, puis je fermais la lumière, puis je loadais mes plaques-là. Et quand je passe beaucoup de temps, j'ai toujours plusieurs boîtes de 4x5. Juste pour revenir à l'arrière un petit peu, surtout depuis que le numérique est devenu si important, il y a beaucoup de photographes qui me laissent des boîtes de 4x5. J'en ai. Mais là, j'en ai moins parce que j'en ai employé beaucoup. Mais donc, j'ai toujours plusieurs sacs avec des films périmés et un sac avec du film acheté pour la shot. Alors, quand je me prépare le matin pour aller faire une photo de mon île, par exemple, les îles Diggs, donc, j'ai mon petit sac avec mon 4x5 noir et blanc périmé, mon 4x5 couleur chrome périmé, puis j'ai mon sac avec mon bon 4x5 noir et blanc et mon bon 4x5 couleur. Puis le soir, quand j'arrive, ben, j'enlève tout ça puis je mets ça dans des boîtes. Mais souvent aussi, ben, ça c'est quelque chose que tout le monde emploie. Ben, beaucoup de photographes emploient ça. C'est comme on a des sacs pour pouvoir, si on a des problèmes. Ça, j'emploie ça beaucoup aussi, bien sûr. On continue avec Regarde cette image-là qu'on a à l'écran, Alain, puis il y a un traitement particulier parce qu'on voit que tu as travaillé un peu peut-être au niveau de certaines de l'exposition. On a l'impression qu'il y a des parties d'images qui ont été ajoutées, mais qui en forment juste une. C'est une image qui m'intrigue depuis toujours. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la conception de cette photographie-là. C'est un peu particulier, ce projet-là. Tu peux même penser à l'autre image, si tu veux, François, parce que c'est la même série. Tout ce que j'ai fait à Ivouévic, finalement, à cause que j'étais un peu limité dans mes mouvements sur place, parce que j'étais là quand même assez longtemps. Comme j'ai dit tantôt, j'ai fait du 4x5, puis j'ai fait du numérique. Et j'ai employé le même procédé que j'ai employé justement avec Black Mangrove Forest. C'est comme l'idée de déconstruire le paysage pour le reconstruire par la suite. Une espèce de jeu. Puis quand je fais ça, ça nous ramène aussi à Pequod, où on voit la lumière, finalement, qui nous amène cette matière photographique. Ben, quand je construis et déconstruis comme ça, je trouve que ça nous ramène à ça aussi. Ça nous ramène au côté non naturel de la photographie. Un peu comme le coup de pinceau, on peut dire. On voit le processus. Pour cette expo-là, j'ai décidé, c'est un petit peu le concept de l'exposition, de déconstruire, reconstruire. Alors, je suis allé piger dans ces images-là, dans le projet de Pequod, pas de Pequod, pardon, de Ivouévic, parce que je trouvais aussi que démonter à la prise de vue et remonter par la suite, ça ramenait aussi à la mer de glace. Tous ces morceaux, ces morceaux qui s'entrechoquent, qui bougent constamment, mais qu'on ne voit pas. Quand tu les regardes, tu ne les vois pas bouger, mais tu sais qu'ils bougent parce que tu entends ces grincements continuels. Et le lendemain, quand tu arrives là, tu vois que la glace, il m'est arrivé un matin où la glace a été disparue, est terminée l'après-midi. Il y a tout le temps un mouvement. Alors, je me suis vraiment amusé à cette diversité, finalement, entre la construction et la déconstruction de l'image. D'ailleurs, l'autre image aussi, je pense que peut-être moins apparente sur l'ordi, par contre, c'est là. Tout ça, c'est des impressions que j'ai faites aussi à très, très grand format. C'est des photos qui se font à peu près par cœur. Je pense que celle-là fait 12 pieds. C'est vraiment, je me suis aussi amusé de ce côté-là. Ça, c'est une autre affaire aussi. Une des raisons pourquoi j'aime shooter en 4x5 et retravailler mes images comme ça avec ma caméra numérique. Quand je fais des amoncellements d'images numériques, ça me permet des impressions, c'est presque infini, la grandeur que je peux imprimer. Et c'est... Puis là, on me pose souvent aussi la question pourquoi mes photos sont toujours si grandes. Ce que je trouve intéressant avec la grandeur des images, c'est que quand c'est très, très grand comme ça, quand on s'approche, on voit les détails. Quand on recule, on voit d'autres choses. Je veux dire, c'est comme si on avait plusieurs lectures de la même image. Quelle est l'image la plus grande que tu as imprimée? C'est quoi la plus grande?
ta plus grosse impression que tu as eue, là, à part un billboard sur le bord d'autoroute, là? Ça, ben, en art, ce serait celle-là qui serait la plus grande. Elle fait 55 pouces de haut par 12 pieds. J'ai une autre série ben, que vous n'avez pas ici, là, Arcadia, c'était des 60 par 60. C'est assez grand. Ça c'est du 2,15, ça veut dire un film. En impression, j'avais fait une impression pour un artiste. J'avais imprimé une fois sur du papier fibre argentique une photo de 15 pieds. 42 par 15 pieds. J'étais tout seul. J'avais réussi à... Il y a quelque chose de... C'est un peu mégalomane, quelque part, une fois, la grandeur de ces images-là, mais c'est comme une piqûre. Une fois que tu t'embarques là-dedans, c'est comme si... Puis ça faisait partie de ma série en maîtrise. Dans mon jury de maîtrise, ils m'ont demandé même pourquoi est-ce que je peux aller encore plus gros. J'étais là. On s'entend pour dire que c'était pas eux qui imprimaient. Hein? Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Sur cette photo-là, on voit moins sur l'écran, on dirait, mais il y a quand même, je pense que c'est assez bien réussi. Si vous regardez là, à peu près au tiers de l'image, le haut de la montagne, vous voyez qu'il y a vraiment une coupure. C'est vraiment un montage. Quand on est très proche de l'image, on voit le morcellement, finalement. Mais quand on est loin, l'effet de la roche, finalement, fait que ça s'amalgame. Permets-moi de dire à tous nos amis que tes images vont être mises sur le groupe les jeudis de la photographie, ouais, c'est ça. Je vais les mettre en ligne sur le groupe après l'émission pour que le monde puisse regarder comme il faut. Ce qui aussi, je peux peut-être rajouter par rapport au projet des Bouillevix, qui est particulier, les 3 images qui ont été présentées. Si tu veux revenir en arrière, peut-être montrer les 2 autres. C'est ce qui... ça enclave le village des Bouillevix. Si on regarde les îles Diggs, c'est vers le nord. Les 2 autres petites îles, je n'ai pas les noms, de toute façon, sont en tout, sont vers l'ouest. Et la montagne ferme vraiment l'est du village. Fait que c'est vraiment un village, c'est complètement... Puis derrière nous, j'ai toute une série, ça, que je n'ai pas encore exploitée, c'est vraiment la toundra. Donc, c'est ce qui encercle le village. On passe à d'autres choses? Ça aussi, j'ai présenté ça en même temps. Ça, c'est une série qui est en devenir, dans le fond. J'ai commencé, j'ai toute une série qui va venir bientôt, que j'ai faite à l'île aux Coudres. Et tout au long du fleuve aussi, je suis allé jusqu'à Mingan. Pendant les 3 dernières années, j'ai pas mal voyagé autour du fleuve, Gaspésie aussi, à photographier le fleuve. Je n'ai pas encore mis le doigt dessus sur à quoi ça va ressembler tout ça. Puis ça aussi, j'ai du numérique, j'ai du 4x5. Et ça, c'était au lac Saint-Louis, pas si loin dans le fond. C'était en 2017, je pense. C'était un 31 janvier, très, très froid. C'était le lever du soleil. J'avais une caméra numérique à la gelée. Ça m'arrive souvent quand je sors dans les grands froids, les caméras numériques, ils ne font pas la job. Et ce qui est arrivé d'un peu étrange, c'est j'ai l'impression que ça ne m'était jamais arrivé avant. Il y a eu comme une condensation dans mes plaques de film. Et toute la série que j'ai faite du lac, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme un cadre dans un cadre. C'est comme si le film, il a fait tellement froid que le film s'est rétracté. Il est arrivé quelque chose de chimique, en tout cas. Autour ici. Sur le film. Tous les films sont comme ça. Puis j'en déduis que c'est à cause du froid. C'est tout ce que ça m'est jamais arrivé avant. Puis aussi, on peut voir, quand on va voir de très très proche, il y a une sorte de réticulation aussi du grain qui s'est passé. C'est vraiment particulier, toute la série. Et, donc, ouais, ça c'est comme c'est soit une image qui va rester seule ou qui va être intégrée dans une autre série si je n'ai pas décidé. Il y a quelque chose de vraiment... Je t'écoute parler depuis tout à l'heure, Alain, puis cette image-là avec laquelle tu arrives, je sais que c'est la dernière image que tu présentes ce soir, et il y a une
part de découverte dans ton travail au niveau du territoire, du paysage. Puis il y a aussi une part de découverte photographique encore aujourd'hui, malgré que ça fait quand même une bonne trentaine d'années, si je ne me trompe pas. Que tu t'investis en photographie. Puis il y a quelque chose que je trouve vraiment beau de cette passion-là. Moi. C'est même, je pourrais dire, que pendant un certain temps, Gaëtan parlait beaucoup de films la semaine passée. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec du 55, du 655, du 55. Malgré du fait que j'ai une chambre noire et que je suis capable de contrôler assez bien le développement, j'ai travaillé longtemps avec ce film-là, justement, à un moment donné, tu perds le contrôle. Tu as de la qualité, tu as tout, mais c'est du Polaroid, c'est tout le temps quelque chose qui peut arriver, une scratch, une mauvaise exposition. Je veux dire, les possibilités d'une catastrophe sont toujours à portée de la main. Et ça fait partie du jeu, je trouve. C'est ça qui m'intéresse encore en photo. Des fois, je trouve que, tu voyais, comme avec mon projet des icebergs, quand je me suis rendu compte que ma focale était trop courte, là, je me suis dit, ben, il aurait quand même fallu que je pense à ça. Ça, c'était mon laisser-aller. J'ai peut-être eu tendance à laisser aller un peu trop vite. Il aurait fallu que je pense un petit peu plus. Mais j'essaie d'être quand même assez bien organisé avant de partir pour que mes balises soient quand même assez contrôlées. Si tu nous permets, Alain, on va passer à la période de questions. Il y a des gens qui t'écoutent depuis tantôt puis qui ont sûrement des questions. Alors, François, je te laisse l'idée, les trucs, là, que tu vois peut-être les questions. Oui, si quelqu'un a une question, je vous en prie, posez-la. Vous avez juste à démuter votre microphone, poser la question, ça devrait fonctionner. Si vous avez de la difficulté à démuter, faites-moi un petit signe de la main, ça va me faire plaisir de le faire pour vous. Personne qui a des questions? Come on! Moi, j'ai une question pour Gaëtan, par exemple, parce qu'il parlait de son film qu'il a gelé. C'est-tu quelque chose que tu as déjà vécu, ça? Quand il fait très froid, avoir un genre de halo comme ça sur le bord de ton film? Ça m'est jamais arrivé. Je déteste le froid, donc c'est très rare que je suis dehors à des températures très froides. Donc, déjà de un. Ce que j'avais déjà entendu parler, par exemple, c'est qu'un film au froid va être plus sensible. D'ailleurs, c'est une technique qui était utilisée en astrophotographie argentique. Il y avait même des astrophotographes qui faisaient des caméras, ce qu'on appelait des cold cameras. C'était une caméra que tu mettais de la glace sèche dedans pour refroidir ton négatif, pour qu'il soit plus sensible. C'est intéressant, ça. Ben, moi, j'ai fait souvent j'ai plusieurs séries dans le gros froid. J'étais dans Abitibi, dans les tempêtes de neige, vraiment. Puis ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu ce problème-là. C'est vraiment la première fois. Écoute, c'est peut-être même une question de film. Peut-être la petite batch de film-là avait peut-être un problème. Ouais, c'était quoi au juste, justement? Tu te souviens-tu? Faudrait que je vérifie, mais c'était sûrement du 3X. OK. Ah non, c'est du HP. C'est du... parce que... Ouais. Ah, ça fait un bel effet, en tout cas, c'est joli. Ça marche très, très bien. Je suis bien content quand même. On va mettre Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les surprises qui viennent comme ça. Ben, c'est ça. Il faut juste en profiter. Il faut être capable de les voir puis de prendre avantage de ces choses-là. Il y a d'autres questions? Quelqu'un d'autre des questions, non? Moi, c'est un commentaire. En fait, je trouve que ça te permet, Alain, de sortir de ta zone de confort. Entre autres, cette image-là. Est-ce que je me trompe? Ben, non, pas du tout. C'est vraiment ça. Ben, on dirait que c'est ce que j'essaie de faire, dans le fond. C'est d'être toujours à cette limite. Les limites où est-ce que j'ai encore le contrôle, mais ça commence à être difficile. Ça fait partie du plaisir, je pense, que j'ai de faire ça. Ça fait partie de l'aventure. De la découverte. Aussi. Ouais. J'aurais une autre question. Hein? Tu shootes souvent dans les températures très froides. T'as-tu déjà shooté du Polaroid, justement, dans les froides températures comme ça? Ou? Polaroid. Oui, mais je ne l'ai pas utilisé. C'est vrai. Quand j'ai fait une série des forêts brûlées en Abitibi, OK.
Il a fait très, très froid là, dans le coin de Sainte-Terre. Extrêmement froid. Puis j'étais avec mon Cinor. J'avais une grosse caméra 4x5. Ouais. Puis ce que je faisais, c'est que il faisait froid, donc par chance, j'avais mon Cinor, mais j'avais aussi mon line camera avec du 665 dedans. Ouais. Parce que mes caméras numériques ne fonctionnaient pas. C'était impossible de faire marcher. Alors, je shootais avec mon 665 pour faire du repérage un peu. Puis après ça, je préparais mon 4x5. Mais comment les potes de chimie ont réagi au froid? Parce qu'habituellement, il me semble qu'au froid, c'est pas terrible. Ou... D'ailleurs, ça marchait pas très bien. Là. Comme je me rappelle, j'avais des demi-shots. Quand j'ouvrais mon film, j'avais comme la moitié de l'image. Ouais, c'est ça. La chimie, elle se rendait pas jusqu'au bout. Là. Ouais, fait que c'était pas quelque chose que j'utilisais, mais j'utilisais quand j'essayais quand même ça m'aidait à avoir une certaine idée de quoi faire. Excellent. Cool. Alain, tu te promènes, tu t'es promené beaucoup, tu as fait bien des trucs, tu es allé dans des territoires un peu extrêmes par moment. Tu parlais des pôles aussi. Bon, tu es allé dans le Grand Nord comme tu as fait. C'est intéressant. Et la question que je te pose n'est pas tant photographique comme ça tient d'une anecdote, une petite anecdote que je connais. Parce que tu disais que bon, tu étais toujours confiné au même endroit, puis on parle de confinement beaucoup présentement. On est tous confinés dans nos petits coins compte tenu du COVID, mais tu l'étais quand tu étais dans le Grand Nord. Et si je ne me trompe pas, il y a un moment où tu en avais assez, tu as choisi d'aller prendre une petite marche. Quand je suis arrivé là-bas, ce qui était particulier à Ivy-Lévesque au moment où j'étais, ils ont des problèmes avec les ours polaires là-bas. Et j'ai réussi à convaincre la communauté de me laisser aller là faire mes photos. J'ai été comme reçu finalement par la communauté. Mais quand je suis arrivé, ils m'ont donné quand même pas mal plusieurs conditions. Je n'avais pas le droit de faire tout ce que je voulais. Puis une des choses, c'est qu'ils ne voulaient pas que je sorte du village sans être accompagné. Il fallait que j'aille une Inuit avec moi, puis il fallait que je sois armé, puis il fallait qu'on soit aussi en skidoo. Le problème, c'est quand je suis arrivé, c'était le printemps, et les Inuits, ils partaient à la chasse. Ils n'étaient pas du tout intéressés dans mon projet. Ils s'en allaient faire leur truc. Alors, j'étais tout seul. Pourtant, je parlais avec le directeur de l'école, avec la mairesse du village. J'avais quelques contacts. Puis, ils me disaient toujours, le temps inuit, c'est un peu différent que le temps qu'on connaît. C'est comme, ça s'en vient demain, après-demain, après-demain. Alors, tous les jours, ben, je sortais, puis je ne pouvais pas rien se passer. Donc, les 3-4 premiers jours, j'étais confiné dans le village. Je ne pouvais pas sortir. Fait que j'ai commencé à sortir de plus en plus. Et avec toujours une certaine inquiétude quand même. Je ne peux pas me faire bouffer quand même par un ours polaire. Et je me suis rendu finalement, il y a une journée, j'avais parlé avec un professeur le jour avant, puis il m'avait dit, si tu t'en vas là, dans la toundra à telle place, tu vas tomber sur un lac, tu vas voir, c'est super intéressant. J'avais essayé de trouver un guide, puis je n'en ai pas trouvé. Alors le lendemain, je me suis allé, j'ai emballé mon 4x5, je me suis acheté un petit traîneau, j'avais tout mon petit kit, puis je suis parti pour la journée dans la toundra tout seul pour aller faire des photos. Et la toundra, c'est quand même pas plat, c'est des buttes. Alors, à chaque butte, là, moi, je n'étais pas armé, je n'étais pas rien, mais à chaque butte, je regardais, j'essayais de voir si je n'allais pas voir l'ours polaire arriver avant de passer ma butte. J'ai pas vu d'ours polaire, mais à un moment donné, j'ai vu un skidoo arriver dans la boîte. C'était un jeune chasseur qui revenait, puis qui m'a vu de loin, puis qui m'a spoté, il me voit. Et il arrête le moteur, tout ça, puis il me parle, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Là, j'essaie de lui expliquer. Il m'engueule comme pas possible, parce qu'il me dit. Parce que ce qui arrive, c'est que il avait tout à fait raison de m'engueuler finalement. La communauté était responsable de moi. Alors, s'il me serait arrivé quelque chose, c'est la communauté qui aurait été responsable d'aller me chercher ou quoi que ce soit. Fait que finalement, il m'a laissé, j'ai continué à faire des photos. Puis je suis revenu à pied, c'était vraiment une journée complète là. Ouais, puis j'ai rien vu. Donc j'ai pas eu d'ours polaire. Je me suis fait semoncer par mon jeune. Puis en arrivant le lendemain, ben, il y a la mairesse du village aussi. Donc j'avais plus le droit de me promener seul. Donc après ça, pendant 2 jours, je suis resté tranquille, mais après ça, j'ai recommencé. Mais enfin, à un moment donné, c'est pas. Tu avais été un peu dissident. Alain, merci d'avoir été là ce soir. Question? Un gros merci. On a une question, oui?
Tu as dû faire de la photo dans d'autres pays, brièvement? J'ai fait aux États-Unis. Pour des projets comme tels, le seul pays où j'ai vraiment fait un projet que j'ai exposé, c'est en Belgique. J'ai fait une mission photographique il y a bien longtemps, un échange seulement entre le Québec et la Wallonie. Et j'ai fait des photos dans les mines de Charleroi qui ont été exposées, ça fait longtemps, une vingtaine d'années. Il y a eu une publication aussi. C'est une mission, on était 5 Québécois et 5 Belges. On allait dans Charleroi pendant quelques temps. Et après ça, toute la gang, on est allé en Abitibi aussi faire des photos dans les mines dans ce moment-là. OK, merci. Plaisir. Bon, ben merci beaucoup, Alain. Je veux juste partager les résultats de notre petit questionnaire là, qu'on a fait. Avez-vous déjà utilisé un appareil grand format? Fait que c'est pas mal 50-50, hein? 45% oui, 55% non. Personne ne dit que je prends le gros format chez McDo. Considérez-vous le procédé croisé argentique numérique est pertinent dans le contexte de la photographie contemporaine? Alors, la plupart des personnes ont dit oui. La photographie de paysage et des grands espaces est-il un aspect que vous pratiquez? Bien, la plupart des gens disent oui, à part un qui a dit non. On ne voudra pas savoir c'est qui. Imprimez-vous vos papiers, vos images sur papier? Oui, 73%, 27% ont dit non, puis 0% ont dit qu'il n'y a plus de papier de toilette chez Walmart. Puis, achetez-vous des livres de photographie? 91% ont dit oui et 1% a dit non. Ah, bien, félicitations pour les achats de livres. Ben oui, moi, je suis content. Des livres de photos, ça m'en prend. Il faut en acheter, il faut en prendre. Petite question, François. Oui. Il y a quelqu'un qui avait répondu pour le procédé croisé. Ce serait peut-être bien de leur expliquer. Oui. Est-ce quelqu'un qui peut expliquer ça, Alain ou Daniel? Vas-y, Alain. Je veux dire ce que moi, je pense, parce que je ne suis pas 100% sûr de comprendre ce que vous voulez dire par ça. Mais moi, je pense que c'est vraiment de finalement marier les deux procédés ensemble. On shoot en film, qu'on numérise et qu'on utilise par la suite en impression numérique. C'est ça? Tout à fait ça. C'était le sens de la question. C'est moi qui avais amené la question initialement. Mais je sais que je n'ai pas voulu aller jusque-là. Je sais qu'il y a des gens qui font le contraire, qui vont shooter en numérique, puis qui, par différents procédés, vont compléter avec une impression argentique au final. Donc, il y a les deux. Au fond, c'est de marier les deux technologies pour arriver à un certain résultat. Puis je pense que le plus bel exemple de ça, c'est quand tu en parlais, Alain, tu disais qu'un jour, tu t'es retrouvé à faire des images, à numériser des négatifs, puis à réaliser que tu avais pu sauver des images par le procédé. Ça, c'était effectivement un procédé croisé. Donc, c'est de mélanger un peu ces deux approches photographiques. Ça peut être intéressant aussi. Oui, vas-y, Jean-Baptiste. Je voulais conclure en disant que ça peut être intéressant aussi parce que tu peux partir d'une image, la travailler et après ça, retourner une impression argentique qui est différente d'une impression faite avec de l'encre sur un printer. Donc, il y a des choses intéressantes qu'on peut faire à ce sujet-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'exploration en photographie dans les faits, hein? Énormément. Puis les procédés croisés en font partie, mais il y a tellement de choses. Je sais, François, que le temps nous presse un peu. J'aimerais ça que tu nous parles de notre invité de la semaine prochaine. Oui, notre invité de la semaine prochaine, ça va être le photographe, je vous le mets en plein écran, le photographe Bernard Brault, qui va être là la semaine prochaine. On est chanceux de l'avoir. Alors, ceux qui ne connaissent pas Bernard Brault, est un photographe qui a travaillé longtemps pour la presse, entre autres. Photographe de sport. Je pense que c'est peut-être le photographe au Québec qui a couvert le plus de Jeux olympiques sur la planète. Fait que, il va être avec nous la semaine prochaine là, pour nous parler là, de ses photos, comment il travaille et tout ça. On vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Puis la semaine prochaine, on espère que vous allez être présents encore une fois. Puis encore un grand merci, Alain. François, bonne semaine. Merci, Alain. Merci à tout le monde. Bonne semaine. Ciao.